J'ai besoin de vider mon sac parce que je suis encore en train de digérer ce qui s'est passé. J'ai 28 ans et je vis avec mon oncle David, ma tante Rachel et leur fils Marcus, ainsi que sa femme Kelly, depuis plusieurs années maintenant. Marcus est techniquement mon cousin, mais nous avons grandi suffisamment proches pour qu'il soit comme un frère. Mes parents sont morts quand j'étais à l'université, et mon oncle m'a recueilli pendant cette période horrible. Je pensais que nous étions tous une famille. Je pensais que nous nous soutenions mutuellement. La semaine dernière, j'ai finalement reçu l'offre d'emploi que je visais depuis des mois, un excellent poste dans une entreprise technologique, rapportant 92 000 $ plus les avantages sociaux. J'avais trimé dur à travers les entretiens et les évaluations pendant des semaines. Alors, quand cet email est arrivé, j'étais aux anges. L'oncle David a insisté pour préparer un grand dîner pour fêter ça. Même Marcus, qui travaille habituellement tard tous les soirs, est rentré tôt. Nous avions un festin incroyable. Tout le monde buvait et riait, et j'avais l'impression que tout se mettait enfin en place après des années de lutte. Puis Kelly, qui avait été assez discrète pendant le dîner, a posé sa fourchette et a dit qu'elle avait aussi une annonce à faire. Bien qu'en y repensant maintenant, j'ai réalisé qu'elle m'avait lancé des regards étranges tout au long du repas, comme si elle évaluait quelque chose. Je suis enceinte. La pièce a explosé. Marcus a littéralement bondi de sa chaise. Son visage est devenu rouge vif de joie. L'oncle David a commencé à pleurer des larmes de bonheur. La tante Rachel était déjà en train de planifier des fêtes de naissance. C'était magnifique. Honnêtement, Marcus et Kelly essayaient depuis un certain temps, et j'étais sincèrement ravi pour eux. Je pensais déjà à être l'oncle cool, en train de planifier quel cadeau j'allais offrir à ma future nièce ou neveu. La célébration a continué pendant un certain temps, tout le monde parlant en même temps avec excitation. Puis, Kelly s'est raclé la gorge, et la pièce s'est tue. Il y a autre chose que je dois aborder, a-t-elle dit, en me regardant directement. Toute son attitude a changé. La femme enceinte timide et heureuse d'il y a 2 secondes avait disparu. Son visage est devenu froid, presque hostile. Maintenant que je suis enceinte, Daniel, je pense qu'il est temps que tu trouves ton propre logement. L'air a quitté la pièce. L'oncle David et la tante Rachel se sont figés en plein sourire. Marcus avait l'air confus, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. J'ai essayé d'en rire. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a beaucoup de place ici. Quand le bébé arrivera, je pourrai aider. L'expression de Kelly n'a pas changé. C'est exactement le problème. Quand le bébé arrivera, nous aurons besoin d'intimité. Nous avons besoin d'espace pour notre famille. Elle a fait une pause, puis a ajouté avec emphase, notre famille immédiate. Tu as un emploi maintenant. Tu peux te permettre de déménager. La façon dont elle a dit « famille immédiate » ressemblait à une gifle, comme si j'avais été rétrogradé de cousin à locataire. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais j'ai gardé ma voix calme. Je ne comprends pas. Cette maison est immense. Nous pouvons réorganiser les choses, installer la chambre d'enfant. Il y a plus qu'assez de place pour tout le monde. Ce n'est pas ça le problème, a rétorqué Kelly. Tu ne comprends pas. Je vais me remettre de l'accouchement. J'allaiterai. Je serai exposé. Je serai vulnérable. Je ne peux pas avoir quelqu'un en dehors de la famille immédiate qui vit ici pendant cette période. En dehors de la famille. Les mots m'ont frappé de plein fouet. Je vis ici depuis 7 ans. J'ai partagé des fêtes, des anniversaires, des conversations tardives avec tout le monde dans cette pièce. Kelly, ai-je dit prudemment, je ne suis pas un étranger. Je suis de la famille. Nous pouvons faire en sorte que ça marche. Kelly n'avait pas fini. Quand j'aurai le bébé, je serai en convalescence et je ne pourrai pas me déplacer ou m'habiller correctement. Ce n'est pas juste d'avoir un étranger dans la maison. J'avais l'impression d'avoir été giflé. Étranger. Après 7 ans de vie ici, de partage de repas, de vacances et de conversations tardives, j'étais un étranger. Soudain, son expression s'est adoucie de cette manière calculée que les manipulateurs ont. Daniel, je n'essaie pas de te forcer à partir, mais tu vis ici depuis tant d'années. Ne penses-tu pas qu'il est temps que tu passes à autre chose? Voyant mon visage s'assombrir, elle a continué, tes parents sont décédés tôt. Quand tu étais à l'université et en études supérieures, mes beaux-parents ont couvert tous tes frais de subsistance. De nos jours, les jeunes hommes ne jurent que par l'indépendance.
Il est temps que tu apprennes le respect de soi et que tu commences à vivre seul. L'audace de ça. Elle me faisait la morale sur le respect de soi tout en essayant de me foutre dehors de ma propre maison. L'oncle David, qui était resté silencieux pendant longtemps, a finalement claqué sa main sur la table. Assez, Kelly. Tu dépasses les bornes. Marcus, ramène ta femme dans votre chambre. Marcus est rapidement intervenu pour la défendre. Papa, Kelly est enceinte. Pourquoi tu cries après elle? En plus, elle n'a pas tort. Daniel est là depuis longtemps. Il est peut-être temps qu'il ait son propre logement. Quelque chose en moi s'est brisé en entendant mon cousin, le gars avec qui j'ai grandi, prendre si facilement son parti. Mais ce qui a suivi a été pire. Marcus m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, quelque chose entre la pitié et l'impatience. Il a dit, « Écoute, mec. Je ne voulais pas dire ça devant tout le monde, mais Kelly et moi en parlons depuis des mois. Nous devons commencer notre propre vie. Et honnêtement, à ton âge, vivre encore avec ton oncle. Ce n'est pas une bonne image. Les gens nous posent des questions à ce sujet tout le temps. C'est gênant. Voilà, la vraie raison, pas les préoccupations de Kelly concernant la vie privée ou les besoins du bébé. Ils étaient embarrassés par moi. L'oncle David a craqué. Il a claqué son verre et a crié à Marcus. Alors tu peux sortir aussi. La tension dans la pièce était insupportable, et tout le monde avait les yeux rivés sur moi. J'étais resté silencieux trop longtemps. Ce silence n'avait fait qu'apprendre aux gens qu'ils pouvaient me marcher dessus. D'une voix plus ferme que je ne l'aurais cru, j'ai commencé, « Kelly, Marcus, je suis désolé, mais vous vous trompez tous les deux sur plusieurs choses ici. » La pièce est devenue encore plus silencieuse. L'oncle David, toujours rouge de colère, me regardait attentivement. La tante Rachel était assise les mains croisées, visiblement mal à l'aise. Tous les yeux étaient sur moi. J'ai pris une autre profonde inspiration et j'ai continué. Le lendemain des funérailles de mes parents, l'oncle David m'a remis une enveloppe. À l'intérieur, il y avait tous les chèques que je leur avais écrits pour les soins, 14 mois de paiement, 76 500 $. Aucun d'entre eux n'avait été encaissé. La tante Rachel a commencé à pleurer en entendant ça. La voix de l'oncle David était calme mais ferme. Nous ne pouvions pas prendre d'argent pour prendre soin de la famille, a-t-il dit. Mais tu avais besoin d'avoir l'impression de faire quelque chose, alors nous t'avons laissé écrire les chèques. Nous les avons mis sur un compte pour toi, pour quand tu en aurais besoin. J'ai utilisé cet argent comme un compte sur cette maison. L'assurance vie, 400 000 $, était suffisante pour l'acheter directement à 275 000 $. Le reste est allé dans des investissements et un fonds d'urgence. Toutes les factures de services publics, tous les paiements d'impôts fonciers, toutes les réparations des 7 dernières années. Tout cela vient de ce que mes parents m'ont laissé. Le choc dans la pièce a été immédiat. Marcus avait l'air de s'être pris un coup de poing dans l'estomac, tandis que le visage de Kelly est passé d'une supériorité suffisante à quelque chose entre la rage et l'humiliation. Elle est devenue pâle pendant un instant, ses lèvres tremblant, mais a rapidement changé d'expression pour quelque chose d'encore plus froid, ses yeux brûlants d'une haine pure. Quoi, balbutia Marcus, visiblement perdu. Mais papa, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? L'oncle David le regarda, les yeux remplis de frustration et de honte. Il hésita avant d'acquiescer lentement en signe de confirmation. Oui, mon fils. Daniel est propriétaire de cette maison. Il l'a achetée avec son héritage. Il prend soin de nous tous. Je pensais que tu le savais. Le visage de Marcus devint blanc. Tu ne m'as jamais rien dit, dit-il doucement. Je n'en ai jamais fait un problème, ai-je répondu. Nous sommes une famille. Je ne pensais pas que cela importait de savoir qui payait les factures. Kelly me regarda avec un mélange de ressentiment et de mépris. Marcus avait l'air complètement perdu, ne sachant pas où regarder ni quoi dire. La nuit, qui avait commencé par une célébration, s'est terminée par une tension insupportable. Kelly, essayant visiblement de s'accrocher à ce qui restait de sa dignité, se leva de table sans dire un mot, se tourna et monta à l'étage, le visage déformé par la colère. Marcus la suivit, toujours dans un état second, mais non sans me lancer un regard que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Blessure? Trahison? Je n'étais pas sûr. Je savais que ce n'était pas la fin de l'histoire. Première mise à jour. 2 jours se sont écoulés depuis mon message initial,
et les choses ont dégénéré d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Je tremble encore en écrivant ces lignes. Le lendemain matin de la dispute du dîner, je me suis réveillé tôt. J'avais à peine dormi, repassant la conversation sans cesse dans ma tête. Je me sentais mal. L'expression sur le visage de Marcus n'arrêtait pas de me hanter. La colère de Kelly, je pouvais la gérer. Mais voir mon cousin si confus et blessé me rongeait. J'ai décidé que la meilleure chose à faire était de donner de l'espace à tout le monde, de laisser les choses se calmer. Je me suis habillé, j'ai pris un café et je suis parti travailler sans parler à personne. La maison était calme de toute façon. Je me suis dit qu'on en parlerait plus tard, une fois que les émotions ne seraient plus si vives. Le travail a été brutal. Je n'arrivais pas à me concentrer. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, m'attendant à un texto de Marcus ou de mon oncle. Rien n'est venu. Dans l'après-midi, j'avais cette sensation lancinante dans le ventre que quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je suis rentré à la maison vers 18h. La première chose que j'ai remarquée, c'est à quel point tout était silencieux. Pas de bruit de télévision, pas de bruit de cuisine, rien. La maison était vide d'une manière qui me donnait la chair de poule. Puis j'ai essayé d'ouvrir la porte d'entrée. Elle n'a pas bougé. J'ai pensé qu'elle était peut-être coincée, alors j'ai réessayé, en y mettant mon épaule. Rien. Ma clé ne rentrait même pas correctement dans la serrure. C'est là que mon cœur a vraiment commencé à battre la chamade. J'ai fait le tour jusqu'à la porte de derrière, également verrouillée, et ma clé n'y fonctionnait pas non plus. Quelqu'un avait changé les serrures. Je suis resté là dans mon propre jardin à essayer de comprendre ce qui se passait. Puis j'ai entendu une fenêtre s'ouvrir à l'étage. Kelly est apparue, se penchant avec cette expression triomphante et vicieuse sur son visage. « Tu ne vas pas me prendre cette maison » a-t-elle crié. « Tu ne peux pas juste foutre dehors une femme enceinte. C'est ma maison maintenant. » Puis elle a claqué la fenêtre. Je suis resté là un moment, vraiment abasourdi. L'audace de ça était presque impressionnante. Elle avait changé les serrures de ma maison, m'avait enfermé dehors, et agissait maintenant comme si elle était la victime. Je suis retourné à ma voiture et je me suis assis là, le téléphone à la main, à fixer ma propre maison. C'était Marcus, mon cousin, qui était comme un frère pour moi. Nous avions grandi ensemble, partagé des vacances, des blagues privées, des étés au lac, tout. Nous avions été plus comme des frères que des cousins, et Kelly portait leur bébé, ma future nièce ou neveu. Pouvais-je vraiment appeler la police sur eux? Je suis resté assis là pendant 20 minutes à hésiter. Une partie de moi voulait juste attendre que les choses se calment, trouver un compromis. Mais une autre partie de moi, celle qui en avait marre de se faire bousculer, n'arrêtait pas de demander « Quel compromis ?» Kelly avait dit clairement qu'elle voulait que je parte. Elle avait commis un véritable crime pour que cela se produise. Elle avait changé les serrures d'une propriété qui n'était pas la sienne, avait enfermé le propriétaire légal et occupait maintenant illégalement ma maison. Ils avaient déjà fait leur choix. Ils avaient choisi de me voir comme un étranger qui pouvait être jeté. Maintenant, je devais choisir de me protéger ou de continuer à permettre leur comportement. J'ai levé les yeux vers ma maison où Kelly célébrait probablement sa victoire, prévoyant probablement sa prochaine action. Et j'ai réalisé quelque chose, être gentil ne signifie pas laisser les gens vous marcher dessus. Être de la famille ne signifie pas renoncer à vos droits. Parfois, l'amour signifie fixer des limites, même quand ça fait mal. J'ai appelé la police. Le répartiteur était professionnel et calme. « Avez-vous une preuve de propriété ?» a-t-elle demandé. « Oui » ai-je dit. « La maison est à mon nom. J'ai l'acte de propriété. J'ai tous les documents. Des agents seront là dans environ 30 minutes, m'a-t-elle dit. J'ai passé ces 30 minutes assis dans ma voiture, à regarder ma propre maison comme une sorte de harceleur. Les lumières étaient allumées à l'intérieur. Des ombres passaient devant les fenêtres. Kelly était là, pensant probablement qu'elle avait gagné, prévoyant probablement déjà quelle pièce serait la chambre d'enfant, imaginant sa petite famille parfaite dans ma maison sans le cousin gênant qui traînait. Quand la voiture de police est arrivée, j'ai ressenti ce mélange étrange de soulagement et d'appréhension. 2 agents sont sortis, tous 2 des hommes plus âgés qui avaient l'air d'avoir tout vu 2 fois. « Bonsoir, monsieur » a dit l'un d'eux. « Vous avez appelé à propos d'une situation de verrouillage ?» J'ai tout expliqué aussi clairement que possible, le dîner de famille il y a 2 jours, la demande de Kelly que je déménage,
ma révélation sur la propriété de la maison, le fait de rentrer à la maison et de constater que les serrures avaient été changées, et Kelly qui me criait par la fenêtre qu'elle ne partait pas. Je leur ai montré l'acte de propriété sur mon téléphone, puis la copie physique que je gardais dans ma voiture précisément pour ce genre d'urgence. Mon avocat m'avait dit après la dispute du dîner de l'avoir avec moi au cas où. Sur le moment, j'ai pensé qu'elle était paranoïaque. Maintenant, j'étais reconnaissant. Les agents se sont regardés, puis ont regardé la maison, puis m'ont regardé à nouveau. L'un d'eux a même légèrement secoué la tête, comme s'il ne pouvait pas croire ce que les gens se font les uns aux autres. « Allons lui parler », a dit l'un d'eux. Ils se sont approchés de la porte d'entrée et ont frappé, des coups fermes et officiels qui ont résonné dans la rue calme. Je suis resté près de ma voiture, le cœur battant. Kelly a ouvert la porte, et j'ai pu voir son visage changer quand elle a vu les uniformes, surprise, puis colère, puis ce changement calculé vers le rôle de victime. Une main est allée se poser de manière protectrice sur son ventre dans ce geste universel de maternité menacée. « Que se passe-t-il » a-t-elle demandé, sa voix soudainement petite et vulnérable. « Madame » a dit l'un des agents, « nous devons vous parler de cette propriété. » Kelly s'est immédiatement lancée dans son histoire. « Je suis enceinte. Mon mari et moi vivons ici avec sa famille, et maintenant il essaie de nous foutre dehors sans que nous ayons où aller. J'ai changé les serrures pour ma propre sécurité parce qu'il était menaçant après que je lui ai parlé du bébé. » L'agent a levé la main. « Madame, nous avons vu les documents de propriété. Cette maison lui appartient, a-t-il dit en me désignant. Vous avez changé les serrures sans la permission du propriétaire. C'est illégal. » Le visage de Kelly a traversé plusieurs émotions à la fois. Son masque de victime soigneusement construit a commencé à se fissurer. « C'est ridicule », a-t-elle dit, sa voix s'élevant. « Je suis enceinte. J'ai un bébé en route. Vous ne pouvez pas juste foutre dehors une femme enceinte. La famille de mon mari vit ici depuis des années. Nous vivons tous ensemble ici. » L'agent a secoué la tête, et sa voix avait cette qualité patiente mais ferme que les flics développent après des années à traiter avec des gens qui pensent que les règles ne s'appliquent pas à eux. « Votre mari n'est pas propriétaire de cette propriété. Ce monsieur l'est, et vous avez illégalement changé les serrures, ce qui constitue une exclusion illégale du propriétaire légitime. Vous avez deux options, déverrouiller la porte et partir volontairement, ou vous serez arrêté pour violation de domicile. » J'ai regardé le visage de Kelly devenir pâle, puis rougir vivement. Son jeu de victime calculé s'effondrait, et en dessous, il y avait de la fureur pure. Elle m'a regardé avec une telle haine que j'ai fait un pas en arrière. « Vous allez le regretter », a-t-elle sifflé. « Je n'oublierai jamais ça. » La voix de l'agent est devenue plus dure. « Madame, j'ai besoin d'une réponse. Partez-vous volontairement ou non ?» Kelly est restée là à trembler de rage pendant ce qui a semblé une éternité. Ses mains étaient serrées en poing à ses côtés. Elle respirait fort, et je pouvais la voir essayer de comprendre s'il restait une action à faire, une carte à jouer. Mais elle avait surjoué sa main, et maintenant le château de cartes s'effondrait. Puis elle s'est retournée et a monté les escaliers en trombe. Je pouvais l'entendre taper autour, jeter des choses, claquer des tiroirs. Les agents et moi avons attendu dans un silence gêné. Environ 10 minutes plus tard, elle est descendue avec une valise, Marcus la suivant, l'air complètement démoli. Il s'était manifestement précipité à la maison après le travail. Sa cravate était lâche, sa chemise froissée, et ses yeux étaient rouges. « Daniel » a-t-il commencé. Mais j'ai levé la main. « Pas maintenant » ai-je dit. Kelly a dépassé tout le monde sans me regarder, traînant sa valise jusqu'à leur voiture avec des mouvements saccadés et en colère. Marcus s'est attardé un instant, ouvrant la bouche comme s'il voulait dire quelque chose. Nous sommes restés là, des cousins qui avaient grandi comme des frères, et je les regardais chercher des mots qui ne venaient pas. Puis il s'est retourné et a suivi sa femme. Après leur départ, les agents se sont assurés que je pouvais rentrer chez moi. Ils ont dû appeler un serrurier pour changer à nouveau les serrures, qui est arrivé en moins d'1 heure. L'un des agents est resté jusqu'à ce que ce soit fait. Avant de partir, il a dit quelque chose qui m'a marqué, « Je fais ce travail depuis 23 ans. Les disputes familiales sont toujours les plus difficiles. Mais je vais vous dire ce que je dis à tout le monde, parfois, les personnes qui sont censées vous aimer le plus sont celles qui vous feront le plus de mal. Vous avez bien fait de protéger ce qui vous appartient. » L'oncle David et la tante Rachel étaient apparemment chez des amis pendant tout ce temps.
Quand ils sont rentrés à la maison vers 22 heures et que j'ai expliqué ce qui s'était passé, l'oncle David avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. La tante Rachel a commencé à pleurer. « Je suis tellement désolé, » a dit l'oncle David. « Je n'aurais jamais pensé que cela arriverait. Nous aurions dû dire quelque chose plus tôt, aurions dû vous soutenir plus clairement lors de ce dîner, aurions dû dire à Marcus il y a des années à propos de la maison, des chèques, de tout. Mais le fait est qu'il m'avait soutenu. » L'oncle David avait crié à Kelly, lui avait dit qu'elle dépassait les bornes, avait proposé de les foutre dehors, elle et Marcus. Le problème n'était pas eux. Le problème était le sentiment de droit de Kelly et le soutien aveugle de Marcus à ce sentiment. Cette nuit-là, je me suis allongé dans mon lit dans ma propre maison avec de nouvelles serrures sur les portes, et je n'arrêtais pas de repasser l'expression sur le visage de Kelly quand la police a expliqué qu'elle était en train d'entrer par effraction, l'expression dévastée de Marcus, le son de ses cris disant que j'allais le regretter. Mais voici la chose à laquelle je revenais sans cesse, je ne le regrette pas. Je me sens triste. Je me sens coupable à propos de Marcus. Mais je ne regrette pas de m'être défendu. Pendant des années, j'avais soutenu tout le monde en silence, ne demandant jamais de reconnaissance, n'exigeant jamais rien en retour. Je les avais laissés faire des hypothèses qui se sont transformées en attentes qui se sont transformées en exigences. Et au moment où j'ai affirmé mes droits réels, j'ai été traité comme le méchant. Vous savez ce qui est le pire? Je les aurais aidés. Si Kelly était venue me voir et avait dit, « Daniel, je suis enceinte et nerveuse à l'idée d'avoir un bébé dans une maison bondée. Pouvons-nous discuter des options ?» Je les aurais aidés à trouver un appartement. J'aurais proposé de les aider avec le dépôt de garantie. Bon sang, j'aurais probablement aidé avec le loyer pendant les premiers mois, mais elle n'a pas demandé. Elle a exigé. Elle a essayé de me forcer à partir par la manipulation, et quand cela n'a pas fonctionné, par une action illégale, et Marcus l'a soutenu à travers tout ça. Deuxième mise à jour. Cela fait une semaine depuis ma dernière mise à jour, et je n'arrêtais pas de repousser ça, en espérant que les choses s'amélioreraient. Elles ne l'ont pas fait. Marcus a appelé il y a 3 jours. Quand j'ai vu son nom, j'ai ressenti une étincelle d'espoir. Peut-être que mon cousin se souviendrait enfin de ce que nous étions l'un pour l'autre. Au lieu de ça, sa voix était froide. Nous devons parler de ce que tu as fait. Il m'a accusé de menacer Kelly, de l'humilier, d'appeler la police sur une femme enceinte. Je lui ai dit la vérité, elle a changé les serrures de ma maison. Il a balayé ça d'un revers de la main en disant que ce n'était que des papiers et a dit, « Papa a toujours appelé ça la maison familiale. » Quand je lui ai rappelé que j'avais acheté ça avec l'argent de l'assurance de mes parents décédés, il a rétorqué que je foutais sa femme dehors à cause de l'argent. Puis il m'a frappé là où ça faisait le plus mal, « Tes parents auraient honte de toi. » J'ai essayé de rester calme, mais la conversation n'a fait qu'empirer. Il a dit que je devrais juste louer un appartement puisque je suis célibataire et qu'ils ont besoin de l'espace. Quand j'ai résisté, il a crié que la vraie famille se sacrifie sans compter, qu'en mentionnant même ce que j'ai payé, j'ai prouvé que je ne les ai jamais considérés comme une famille du tout. Je lui ai dit que le seul compte que j'avais tenu était chaque fois que ma générosité était prise pour de la faiblesse, chaque fois que je disparaissais pour maintenir la paix. Il a raccroché. L'oncle David n'arrête pas d'insister sur un compromis, mais je n'en vois pas. Kelly veut que je parte, et Marcus me voit comme le méchant. Plus tard, la tante Rachel m'a dit que Kelly se plaignait que je vive là depuis longtemps avant la grossesse. Le bébé n'était que son excuse. Cette nuit-là, ma tante a préparé la recette de lasagne de ma mère, et nous avons mangé tous les 3 ensemble. La chaise de Marcus était vide. La tante Rachel a dit que ma mère serait fière que je me sois défendu, que les limites ne sont pas des trahisons. L'oncle David était d'accord, les larmes aux yeux. Pour la première fois, je l'ai cru. J'ai enfin vu ce qu'ils avaient vu depuis le début, tout donner ne vous rend pas généreux. Parfois, ça fait juste de vous un paillasson. Le travail commence la semaine prochaine. Au moins là-bas, les choses ont un sens, des attentes claires, des limites professionnelles, des conséquences logiques. À la maison, l'oncle David et la tante Rachel marchent sur des œufs. Ils me soutiennent, mais je vois la tension. Marcus et leur fils. Kelly porte leur petit enfant. Il y a 2 semaines, nous étions tous en train de célébrer. Maintenant, les chaises sont vides. Certains disent que je devrais me sentir coupable que la famille signifie plus que la propriété. D'autres disent que Kelly a montré ses vraies couleurs. Je ressens les deux. Je suis triste que nous en soyons arrivés là.
Je suis en colère d'avoir été mis dans cette situation, mais je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Vous ne pouvez pas laisser les gens vous marcher dessus simplement parce que vous partagez de l'ADN. Les limites comptent. Le respect de soi compte. Je souhaite juste que ça ne fasse pas aussi mal de les faire respecter. Dernière mise à jour. Cela fait 2 mois depuis ma dernière mise à jour. Il s'est passé beaucoup de choses, et je pense que je suis enfin prêt à clore ce chapitre et à partager comment tout s'est déroulé. Kelly a eu un bébé il y a 3 semaines, une fille nommée Sophie. L'oncle David et la tante Rachel ont visité l'hôpital, sont revenus avec des photos, et je pouvais voir le mélange de joie et de tristesse dans leurs yeux. Marcus est leur fils, mais elle est aussi leur petite fille. J'ai regardé les photos, minuscules, parfaites, avec le nez de Marcus et les cheveux noirs de Kelly, et j'ai ressenti ce lourd mélange de fierté, de chagrin et de perte. Je devrais être l'oncle dans sa vie, mais au lieu de ça, je suis le paria de la famille. Marcus m'a seulement envoyé un texto de 3 mots après la naissance, elle s'appelle Sophie. Pas de photo, pas d'invitation. J'ai répondu, félicitations. Mais il n'a jamais répondu. L'oncle David a essayé de réparer les choses, mais Marcus et Kelly refusent à moins que je ne m'excuse et que je ne renonce à la maison. Mon avocat m'a dit de me désengager, et c'est ce que j'ai fait. Le plus dur n'est pas le combat lui-même. C'est le deuil. J'ai perdu le cousin que je pensais avoir et l'unité familiale à laquelle je croyais. Mais j'ai appris qu'une vraie famille respecte les limites. L'oncle David et la tante Rachel m'ont montré que le sang ne définit pas la loyauté. Pendant ce temps, la vie avance. Le travail se passe bien. Je pourrais bientôt être promu. Et je me fais des amis, escalade, soirée D&D, apprentissage de la cuisine. La thérapie aide aussi. Le docteur Patterson m'a rappelé qu'il est normal de pleurer Marcus tout en sachant que j'ai fait ce qu'il fallait. L'oncle David et la tante Rachel vivent avec moi maintenant. Ils insistent pour payer leur part, et j'apprécie cette clarté. Nous partageons des dîners tranquilles, échangeons de vieilles histoires de famille, et j'ai même trouvé une lettre de ma mère écrite avant l'accident, me disant de ne pas confondre la générosité avec l'effacement de soi. La lire, c'était comme si elle tendait la main à travers le temps pour me rassurer. Marcus et Kelly ont des difficultés financières, mais ce n'est plus mon fardeau. Peut-être qu'un jour Marcus verra la vérité. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je me suis choisi, ma dignité, mes limites, ma paix. Une vraie famille ne vous demande pas de vous immoler pour la garder au chaud. Je clôt ce chapitre et j'avance dans ma vie.